Bonjour à tous. Donc, dans la continuité de ce qui a été présenté ce matin, donc là je vous propose un exposé sur un autre levier qui peut être opportun d'activer dans le cadre d'une démarche d'optimisation, c'est celui lié à la mise en œuvre, la mise à profit de l'interaction sur structure sous action statique et sismique. Alors, en guise de sommaire, une introduction, position du problème. Les points clés à gérer, c'est simplement en guise de rappel pour rappeler un peu quels sont les points clés qu'on doit gérer quand on s'intéresse à de l'interaction sur structure. L'apport ou la mise à profit de l'ISS aux actions statiques, actions sismiques, et puis en guise de conclusion, quelques enseignements. Et donc, pour commencer, évidemment, le sujet d'interaction structure est assez complexe, donc assez vaste. Donc, pour les 20 minutes ou les 25 minutes que l'on a, donc j'ai choisi de me focaliser sur un des aspects de l'interaction sur structure, essentiellement orienté vis-à-vis de l'interaction qui se fait via le système de fondation. Et donc, dans le cadre de cette présentation, ce qu'on entend par interaction sur structure, c'est une démarche de conception qui vise à fiabiliser le dimensionnement géotechnique et ou structural, qui ne vont pas forcément toujours ensemble, vis-à-vis des effets induits par la déformité du terrain. Ça veut dire, par opposition à une approche sans ISS, une approche avec interaction sur structure, c'est une approche où on tient compte de la souplesse additionnelle apportée, par exemple, par les éléments de fondation. Et cette démarche-là peut avoir comme conséquence de fiabiliser l'estimation, à commencer par l'estimation de la déformée de l'ouvrage. Quand on tient compte des mouvements de fondation, par exemple, on aura une meilleure estimation des déplacements, ce qui peut être un sujet, par exemple, pour les ouvrages pour lesquels le déplacement est un critère. Donc des problèmes de vérification OLS, des bâtiments d'une certaine hauteur dont les façades sont sensibles au déplacement différentiel, des problèmes par exemple de bâtiments destinés à accueillir des installations électromécaniques sensibles au déplacement et aux rotations, des problèmes de connexion extérieure au bâtiment qui peuvent être un sujet vis-à-vis de placement absolu, et puis de manière générale les conditions d'exploitation de l'ouvrage, par exemple les conditions de trafic, exploitation ferroviaire qui impose généralement aux ouvrages ferroviaires des critères de déplacement assez stricts. Donc la mise en œuvre de l'ISS permet de fiabiliser, l'objectif c'est de fiabiliser l'estimation de cette déformée-là, mais aussi évidemment ce qu'on va observer c'est que dès qu'on va introduire de la souplesse dans les modélisations, ça reste un sujet essentiellement conceptuel, on va dire calculatoire. Ce qu'on va observer c'est une certaine homogénéisation de la descente de charge, une redistribution des charges qui va conduire dans la pratique à une certaine optimisation de la quantité de fondation qu'on va mettre en œuvre. Par contre, en parallèle, cette redistribution de la descente de charge s'accompagne d'une modification des sollicitations, que ce soit des sollicitations de flexion, des sollicitations de cisaillement, dans la superstructure et qui ne va pas toujours dans le sens de l'optimisation. Donc ça, c'est un point qu'il faudra garder à l'esprit. Donc je profite de cette introduction pour aller à l'encontre d'une idée qui est parfois répandue dans certains bureaux d'études. Il y a interaction sur structure ne rime pas ou ne signifie pas optimisation. Quand on met en œuvre ce type de démarche, il faut imaginer que l'ISS n'a pas forcément toujours un impact sur le dimensionnement, et c'est surtout que cet impact-là, quand il y en a, il n'est pas forcément favorable. Il peut être favorable, par exemple, pour les fondations dans certains cas, et plutôt ça permet de sécuriser les sollicitations de la structure dans d'autres cas. Et puis, l'autre point essentiel à garder en tête, c'est que c'est un problème qui admet plusieurs solutions. Tout dépend du point de départ. Selon le système de fondation avec lequel on commence à dimensionner ou on commence à modéliser, on ne va pas forcément au bout arriver à la même fondation optimisée, quoi. Donc, en fait, le point de départ compte beaucoup. Donc, l'idée, c'est de choisir un point de départ qui soit le plus approprié possible. Donc, les points, toujours en guise d'introduction, les points clés à gérer, ce n'est pas forcément l'objectif de la présentation. On avait consacré une journée technique pleinement sur la mise en œuvre de l'interaction sur structure en 2017. Et donc l'idée, c'est simplement, je rappelle les points clés, ce qui avait été par exemple évoqué ce matin, quand on parle vis-à-vis de l'objet de l'exposé, c'est ISS en lien avec la déformabilité du sol, il faudra maîtriser cette déformabilité. Donc ça ne sert à rien d'aller à chercher des modèles très complexes si on n'a pas mis le juste module, ou le juste aléa sismique, etc. Donc en l'occurrence, vous avez ici ce qui avait été rappelé par Alexandre ce matin. L'idée, c'est d'adapter cette déformabilité, donc qui est représentée ou caractérisée par cette notion de module, en fonction de la gamme de déformation induite par l'ouvrage dans le terrain, en fonction du type de sol, etc. Donc, je ne reviens pas là-dessus. L'autre aspect, c'est que généralement, ce sont des démarches qui vont se baser sur des approches en déplacement. Donc, on aura des déplacements en sortie, et ces déplacements-là, il serait bien d'avoir des critères auxquels on pourrait les confronter. Donc, il y a la question de critères de conception. Donc, typiquement, pour tout ce qui est chargement statique à l'ELS,
bah, je rappelle ici des critères ELS usuels pour les bâtiments courants. Ce qui va essentiellement nous intéresser, c'est le déplacement différentiel, la distorsion. Ça veut dire la différence, par exemple, au tassement rapporté divisé par la portée. Donc, généralement, pour les bâtiments courants, la règle de 1/500 fonctionne assez bien. Généralement, en tout cas, ce que montrent les retours d'expérience, c'est que partout où on a dépassé 1/500, il y a eu des problèmes. Ça ne veut pas dire que quand on a moins de 1/500, que tout va bien. Mais voilà, ça donne un point de repère. Et puis, vous avez ici, excusez-moi, vous avez ici le cas, par exemple, quand on va chercher des bâtiments d'une certaine hauteur, ou par exemple des ponts hyperstatiques, ou des installations qui ont beaucoup d'hyperstaticité, on peut être amené à exiger un niveau de distorsion plus faible que le 1/500, peut descendre jusqu'à 1 millième. Et puis pour le cas, par exemple, des installations industrielles sensibles, des ponts roulants, par exemple, quelque chose qui pourrait être amené, ou pour lesquels on peut être amené à exiger des niveaux de distorsion encore plus faibles, on peut descendre jusqu'à 1 2 millième, mais l'ordre de grandeur, c'est ça, 1/500 jusqu'à 1 2 millième, par exemple, pour l'ELS, et d'autres critères pourraient être appliqués, par exemple, sous séisme. Et puis, évidemment, l'autre aspect, il est purement organisationnel. Dans un monde idéal ou pas, hein, mais on aurait, par exemple, ce type de modélisation dans lequel on mettrait tout, donc un modèle couplé dans lequel à la fois il y a la structure et le sol, en interaction. Donc évidemment, la façon dont les bureaux d'études sont organisés aujourd'hui fait que c'est pas comme ça qu'on fonctionne, et que pour la majorité des projets courants, bah, la structure et on va dire les éléments géotechniques ou l'ouvrage géotechnique font chacun, on va dire, l'objet d'un modèle séparé qui permet donc d'affiner suffisamment le comportement de la structure portée ici, d'affiner suffisamment le comportement des éléments en contact direct avec le sol, par exemple la paroi, les fondations, etc. Et entre les deux, bah, il y aura un jeu d'action et de réaction, donc moyennant des appuis plus ou moins élaborés, dans l'objectif de garantir la cohérence des modèles. Donc ça, c'est les principaux points clés à gérer pour la mise en œuvre de l'ISS. Maintenant, si on cherche à rentrer dans le vif du sujet, à commencer par ce qu'on peut tirer de l'ISS sous charge statique. Et ce que je vous invite à regarder, cet exemple assez schématique, mais ça permet de mettre en lumière le message principal que je cherche à faire passer. Donc je vous invite à regarder cet exemple simple. On a une structure sur 3 appuis. Une structure qui a une certaine rigidité en flexion, chargée uniformément pour simplifier. On aurait pu examiner d'autres types de chargement, c'est la même conclusion. Et puis au niveau des appuis, ce sont par exemple des éléments de fondation en contact avec le sol. Une approche sans interaction sans structure, c'est une approche où on imagine que les fondations sont des appuis fixes. Et puis une approche avec interaction sans structure, c'est une approche où on va commencer à introduire de la souplesse. Donc cette déformabilité de terrain, on va la représenter moyennant un ressort. Donc ici, pour simplifier, on aurait pu faire évidemment le cas un peu plus complexe, mais pour simplifier, c'est 3 appuis et des ressorts identiques. Et ce qui est intéressant, c'est de regarder comment se présente la solution, à commencer par la descente de charge. Donc si je regarde ce que reprend chaque appui, comme vous pouvez le voir, l'appui central va reprendre quelque chose qui va faire intervenir la charge totale, la résultante, c'est 2QA, et puis un paramètre, bêta ici, que je vais appeler taux de rigidité relative. C'est le rapport entre la rigidité de la structure et la rigidité du sol. EI sur A cube, vous avez la rigidité d'une poutre en flexion, par exemple, de portée A, et puis K, c'est la raideur de la fondation. Donc quand bêta tend vers 0, quand vous avez par exemple une structure très souple par rapport au terrain, vous êtes directement au rocher, ou vous avez simplement une construction métallique de très faible rigidité, en fait, ce que vous allez avoir, c'est un bêta faible, et vous retrouvez la solution RDM, ce qu'on obtiendrait avec un calcul sans ISS, c'est à peu près 60%, ce qui a fait 5/8 de la charge totale, au niveau du centre, et 20% sur la périphérie. Et puis, quand maintenant on va avoir une structure qui devient de plus en plus raide, bêta tend vers l'infini, entre guillemets, et là vous allez avoir un 3e ici. Donc ça veut dire que vous avez une structure infiniment rigide qui force tous les appuis à tasser de la même manière. Ici, les appuis sont supposés être identiques, donc s'ils tassent de la même manière, ils reprennent la même charge. Donc on retrouve les 30% au niveau de chaque appui. Donc ça veut dire en fonction de cette rigidité relative entre la structure et la fondation, représentée ici par bêta, on va avoir des réactions d'appui qui peuvent varier de 60% de la charge totale, par exemple au centre, à 33%, un rapport de 1 à 2. Et puis au niveau de l'appui qui est situé en partie périphérique, on va avoir quelque chose qui varie entre de 20% à 33% de rapport de 1 à 1,5. Maintenant, si on regarde ça d'un point de vue graphique, donc c'est simplement la représentation de cette relation que vous voyez ici sous format graphique. En abscisse, j'ai mis bêta, l'indice de rigidité relative, et puis en ordonnée, c'est le pourcentage de charge repris par chaque appui. Et ce qui est intéressant, c'est de voir au début que pour des valeurs de bêta assez faibles, vous avez effectivement un contraste assez important entre les réactions d'appui, et au fur et à mesure qu'on rigidifie la structure ou qu'on assouplit le sol, bêta va dans ce sens-là,
en fait, vous voyez, comme vous pouvez le voir, le contraste entre la descente de charge s'atténue jusqu'à aboutir vers le cas schématique d'une structure infiniment rigide où on a tous les appuis qui travaillent de la même manière. Ce qui est surtout intéressant à tirer de ce graphique, et cette tendance-là, on va la retrouver dans la pratique, dans les projets réels, c'est qu'on a 3 domaines. On a un premier domaine dans lequel la structure se comporte de façon souple par rapport au terrain et pour lequel la mise en œuvre de l'ISS n'apporte rien. Donc, comme on le voit, il suffit de faire un calcul sur appui fixe et un calcul sur appui souple. Et si on constate qu'avec une estimation raisonnable de la raideur, que ce n'est pas de nature à changer la descente de charge, par exemple, ce qui n'y a pas de sujet, en tout cas, vis-à-vis des sollicitations. Et donc, c'est ce domaine-là que j'ai représenté ici, dans le cas qui est étudié ici, ça va jusqu'à bêta égale 1%. Au-delà, comme vous pouvez le voir, et dans ce domaine-là, ce qui est intéressant, c'est que, quelle que soit la valeur de la raideur que je vais choisir, ça va influer peu sur la descente de charge et sur les moments, par la même occasion, sur les sollicitations. Et quand vous allez aller plus loin, vous rentrez dans un domaine où la réponse devient dépendante de la rigidité relative en fonction de la valeur du cas, par exemple, que je vais mettre, la valeur de la raideur de la fondation, je vais avoir une réponse qui est différente. Donc ça veut dire typiquement une situation où vous avez une réponse qui est différente de ce qu'on obtiendrait avec appui fixe, et une situation où la réponse est sensible au choix de la raideur. Typiquement, le genre de situation, il faut faire des études en fourchette, par exemple. Et puis, à partir d'un certain niveau de bêta, on rentre dans un domaine où, de nouveau, la réponse est peu dépendante de la raideur, c'est-à-dire le fait de faire varier la raideur du sol, ça ne change pas la répartition des charges, et là, c'est un domaine assez extrême pour lequel la structure apparaît comme infiniment rigide par rapport au terrain. Donc l'idée, c'est qu'on fait, pour savoir dans quel domaine on est dans la pratique, on fait une comparaison entre 2 calculs, un calcul sans ISS et un calcul avec ISS. Si on voit qu'il y a beaucoup d'écart, c'est qu'on est vraisemblablement là ou là. Et si on voit que multiplier la raideur par 2 ou la diviser par 2 ne change rien, c'est qu'on est vraisemblablement ici. Alors ça, c'est sur la descente de charge. Et en fait, cette tendance-là que vous voyez ici va avoir, si on considère le bon point de départ, va avoir comme conséquence une homogénéisation, une optimisation des quantités de fondation qu'on va mettre en œuvre. Maintenant, si on regarde la conséquence sur les sollicitations, il faut imaginer qu'au fur et à mesure que vous avez des fondations flexibles, la structure se déforme plus, donc va encaisser plus d'efforts. Ici, l'effort est représenté par le moment fléchissant. Une structure un peu plus complexe, ça serait plutôt l'effort de ce tranchant, en tout cas l'effort de cisaillement global qui transite à travers la structure. Mais en tout cas, comme vous pouvez le voir, au fur et à mesure que j'assouplis et que je vais dans ce domaine que j'étais en train de vous montrer ici, en fait, vous avez des sollicitations qui sont... La deuxième chose, c'est que l'amplitude a tendance à augmenter, dans le cas qui est présenté, mais le plus important encore, c'est le signe qui peut changer. Là, vous avez, dans le cas d'un calcul sans ISS, vous avez la fibre supérieure qui est tendue, c'est le cas classique, et puis, au fur et à mesure qu'on assouplit, vous avez la fibre, il n'y a que la fibre inférieure qui est tendue. Donc, ça veut dire, dans le cas, par exemple, d'une rigidité intermédiaire, quand on est pleinement dans le domaine ISS, en fait, il n'y a pas de traction en fibre supérieure dans le cas qui est étudié. Donc ça peut avoir des conséquences décisives dans la façon dont on va faire varier la structure, par exemple. Donc maintenant, comment ça se présente dans la réalité? Je propose de... Évidemment, on aura du mal à généraliser pour un cas on va dire, hyper statique, quelconque, mais je vous invite à regarder 2 cas extrêmes. Il y a le cas d'une tour de grande hauteur. Dès qu'on parle d'une tour de grande hauteur, on pense tout de suite à une souplesse, parce qu'effectivement, c'est un certain élancement. Donc sous chargement transversal, c'est souple. Mais il faut imaginer qu'une tour de cette hauteur-là, pour porter toute cette masse-là, on aura besoin de beaucoup renforcer la base de la structure. Donc ce que vous allez récupérer ici, c'est une infrastructure qui est très très rigide par rapport au terrain, ce qui fait que vous êtes pleinement, donc quand vous êtes pour ce genre d'ouvrage, vis-à-vis de la charge verticale, vous êtes pleinement dans un domaine d'ISS. L'utilisation d'interactions sur structure permet généralement ici d'optimiser les fondations, la répartition des fondations, mais ça sécurise le dimensionnement, par exemple, de l'infrastructure. Et puis l'autre cas extrême, ce n'est pas forcément la bonne illustration, mais en tout cas un viaduc de grande portée. Donc on fait typiquement le genre de situation pour lequel on a quelque chose qui est extrêmement flexible. Si on regarde, si on considère, on prend comme superstructure essentiellement la rigidité par exemple du tablier, vous allez avoir quelque chose qui est extrêmement souple par rapport au sol. Donc ça veut dire que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans la rigidité relative, il y a à la fois évidemment la rigidité de l'élément structural, mais aussi la portée. Donc comme généralement les appuis sont très, très éloignés, généralement quand on fait de l'ISS dans ce genre d'ouvrage, des viaducs de grande portée, on ne voit pas de différence. Évidemment, il y aura toujours un aspect lié au déplacement lui-même, mais sur la descente de charge, sur les sollicitations, il n'y a pas forcément de sujet sous charge verticale. Alors, une autre situation pour laquelle l'ISS sous charge statique va avoir un intérêt, c'est typiquement les situations où l'origine de la sollicitation est un déplacement. Donc, à commencer par exemple par des problèmes de gonflement, ça a été évoqué ce matin.
des problèmes par exemple de poussée latérale du sol, des mouvements parasites, donc frottement négatif. Donc typiquement ce qui est montré ici, vous avez par exemple un mouvement libre du sol, donc là c'est vertical, on s'intéresse à la composante verticale, qui peut générer du frottement par exemple négatif, des effets d'accrochage sur les fondations profondes. Ça peut être donc lié à un remblai, un chargement au milieu urbain, une excavation, ça génère un tassement, un pompage. Et typiquement le genre de situation, comme en fait l'origine de la sollicitation est un déplacement, le fait d'introduire de la souplesse dans l'analyse, c'est quelque chose qui permet d'optimiser, donc d'optimiser en l'occurrence les sollicitations liées à ce mouvement parasite. Donc là c'est un exemple, donc une façon de faire, on peut faire des choses plus complexes, mais une façon de faire pour s'inscrire dans la continuité de ce qu'on fait habituellement pour des pieux sous charge axiale, on peut généraliser par exemple des modèles TZ, en exprimant que le frottement, il fonctionne de la différence de déplacement entre le tassement du pieu et le mouvement libre du sol. Et donc la mise en œuvre de ces modèles, ça permet de capter quelque chose qui tient compte de la rigidité relative du pieu par rapport au sol. Si vous avez un pieu qui est souple par rapport au sol, il va suivre le mouvement sans encaisser nécessairement beaucoup d'efforts. Si vous avez un pieu très rigide, fixé en pied, il va encaisser un frottement négatif important. L'intérêt de ces modèles, c'est que ça permet de le mettre en évidence. Donc là, typiquement, pour le cas qui est étudié, donc j'ai un tassement de 4 cm à proximité d'un pieu Phi 800. Vous avez, si on met une approche en déplacement, entre guillemets, avec ISS, on estime un frottement négatif total de 600 kN, et sans ISS, on aurait le double. Un autre exemple, toujours dans le cas où, par exemple, la sollicitation est un déplacement, donc la dilatation thermique que subit un buton, donc dans une fouille urbaine. Donc vous avez un buton contraint en l'extrémité. Comment évaluer l'effort qui transite dans le buton sous l'effet d'une variation de température? Quand on met en équation l'équilibre, on va dire, de ce buton soumis, par exemple, à une dilatation thermique alpha delta T, une déformation d'origine thermique alpha delta T, et puis à l'extrémité, je représente la raideur apparente de la paroi en interaction avec le sol, moyennant un K. La solution fait intervenir là aussi, comme vous pouvez le voir, la rigidité relative, et ici c'est ES sur A, ça c'est la rigidité du buton, K c'est la raideur du ressort, donc la raideur de ce qui ressent à l'extrémité, et là aussi, évidemment, en fonction de la rigidité relative, comme vous allez avoir une rigidité relative qui est faible, on a un comportement qui s'apparente à celui d'une extrémité libre, pas d'effort. Et si maintenant on a une rigidité relative qui est forte, là on va avoir un effort maximal qui correspond tout simplement à alpha delta T fois ES. Donc voilà les cas que je voulais illustrer sous chargement statique pour le temps qui est disponible. Sous action sismique, c'est simplement une guise d'introduction pour dire quels sont les mécanismes qui vont, quand on parle d'interaction sur structure, traditionnellement, sous action sismique, on va distinguer les mécanismes d'ISS en deux catégories. Il y a une catégorie liée à la propagation des ondes, et que ces ondes peuvent être de nature à être modifiées ou perturbées par la présence de ce qui est fiché, incorporé dans le sol. Donc on appelle ça interaction cinématique, c'est-à-dire vous avez des ondes qui se propagent, typiquement vous avez incorporé ici un élément qui a un instant de rigidité, ça va perturber les ondes et ça va conduire à une modification de l'action sismique à considérer dans le calcul structural. Et puis il y a un autre mécanisme d'interaction. Dans la pratique, les gens vont essentiellement se focaliser sur ce mécanisme-là, qui est celui quand la structure reçoit les ondes sismiques, devient elle-même source d'excitation, donc se met à osciller sous l'effet du mouvement sismique. On voit des efforts au niveau de la fondation, les fondations réagissent de façon plus ou moins souple en fonction du sol support, et c'est quelque chose qui peut changer la façon dont l'ouvrage de la structure réagit. Et donc, une parenthèse sur l'interaction cinématique, c'est quelque chose qui peut être source d'optimisation dans la pratique. C'est parce que c'est généralement réputé être une source d'optimisation, c'est négligé, mais quand on n'a pas le choix, c'est quelque chose vers lequel on peut aller. Ça veut dire, l'idée, c'est qu'on va essayer de redéfinir, si on travaille à partir de spectres de réponse, on va redéfinir un spectre de réponse à la base de la structure, tenant compte de la contraste de rigidité entre ce qu'on a mis dans le sol, ce qui provient de la structure et ce qui provient du champ libre. Et puis sur l'interaction inertielle, en fait, ce qui va se passer, c'est que quand on va venir tenir compte de la souplesse additionnelle apportée par la fondation, ce qu'on va observer, finalement, la réponse globale de la structure, si on tient compte de cette souplesse additionnelle, est plus souple. Plus souple implique une période plus longue, une période propre plus longue. Et c'est aussi, il faut imaginer que le massif de sol, c'est un massif, c'est un milieu qui est capable de dissiper naturellement d'énergie. Donc ça apporte de l'amortissement, différentes sources d'amortissement. Et donc ça veut dire au final, à moins d'être dans ce genre d'ouvrage, des ouvrages extrêmement rigides pour lesquels la mise en œuvre de l'ISS va conduire au contraire à sécuriser le dimensionnement,
Pour les ouvrages corons, généralement, on démarre quelque part par là. Donc ça, c'est le spectre de réponse en pseudo-accélération. Et donc, le fait d'allonger les périodes, bah, ça conduit à atténuer la pseudo-accélération, donc atténuer la déformée propre de l'ouvrage, atténuer la force sismique qui va être considérée au niveau de la fondation, etc. Et si en plus je tiens compte d'une certaine source d'amortissement au niveau du sol, bah, ça permet de dissiper encore plus d'énergie et d'optimiser donc les forces sismiques à considérer dans la structure et les fondations. Donc ça, c'est un exemple. Donc on fait l'exercice. Donc ça, c'est un silo existant qu'on cherche à dimensionner avec un séisme à évaluer. On fait l'exercice sans ISS. Et ça, sans ISS, c'est ici. Et ça, c'est la cartographie qui montre le défaut de ferraillage, ce qui nous manque en termes de ferraillage dans le radier. Donc il y a pas mal de rouge. Et puis maintenant, si on considère une approche avec ISS, bah, on voit que ça permet donc de limiter les forces d'inertie dans la structure. Et donc, ça permet de passer dans le cas présent. Maintenant, dans la pratique, comment on va mettre à profit cette interaction sur structure d'origine inertielle? Bah, le niveau 1, bah, ça correspondrait à une approche sans ISS, base fixe. On néglige la souplesse additionnelle apportée par les fondations. Le niveau 2, bah, ça serait quelque chose, on considère cette souplesse moyennant une représentation pseudostatique, des ressorts statiques équivalents. Donc, simplement, dans ces ressorts, on mettra le bon module, adapté au niveau de déformation induit sous séisme. Et puis, donc ça permet de prendre en compte, une première approche pour prendre en compte la déformité du sol. Niveau 3, ben, on pourrait commencer maintenant à mettre à profit les sources d'amortissement potentiel, à commencer par l'amortissement d'origine radiatif, le fait que vous sollicitez un massif de grande dimension, il y a un transport d'énergie qui se fait à l'infini, donc les ondes se propagent dans un massif de grande dimension, ne revient pas, et ça se traduit par une sorte d'amortissement apparent qu'on appelle amortissement radiatif. Et niveau 4, bah là, c'est ce qui avait été évoqué juste avant, bah on commence à mettre à profit la capacité du sol à dissiper de l'énergie quand il est fortement sollicité. Donc vous avez les déformations plastiques, on peut les voir comme un moyen de justifier l'ouvrage, mais on peut le voir aussi comme un moyen de dissiper de l'énergie et d'isoler la structure portée, pour ne pas oublier que les ondes sismiques arrivent par le bas. Et donc, quand on parle, tout à l'heure, j'ai évoqué pour les mécanismes d'interaction sur structure d'origine inertielle, la question d'allongement des périodes. En fait, on peut visualiser ça de façon purement analogique. Ça permet simplement de faire le lien avec ce que je vous ai montré tout à l'heure sous charge statique. Si je considère par exemple un bâtiment qui serait assigné à une sorte d'oscillateur simple, que je placerai au niveau du centre de gravité ici, et puis en pied, je place quelque chose qui rend compte de la rigidité ou de la souplesse du sol, en fait, l'oscillateur qui en résulte, ça veut dire quand je combine la souplesse de la structure avec la souplesse du sol, c'est quelque chose qui fait intervenir une nouvelle période propre, qui est plus grande que la période propre de la structure seule. Et le plus important, c'est que la façon dont la période propre est modifiée fait intervenir, encore une fois, le taux de rigidité relative. Donc, comme on peut le voir ici, ce qui compte, au fait, c'est pour savoir dans quelle mesure l'ISS sous charge sismique peut être intéressante, en fait, il faut regarder le rapport de rigidité, le taux de rigidité relative. Donc, alpha, c'est le rapport de la rigidité de la structure par rapport à la rigidité du sol, qui tient compte à la fois du mouvement de cisaillement et du mouvement rotationnel. Et puis, pareil pour l'amortissement, quand on regarde l'amortissement qui va résulter de la combinaison de ces deux oscillateurs-là, on constate que l'amortissement équivalent, c'est une combinaison entre l'amortissement structural et l'amortissement du sol, moyennant, encore une fois, quelque chose qui fait intervenir directement alpha. Donc, quand alpha égale à 0, vous avez une structure très souple, l'ISS apporte peu, l'amortissement, ça va être celui de la structure uniquement, et la raideur et la période propre, c'est celle de la structure, donc pas de modification de la réponse sismique. Et si maintenant on a alpha grand, on allonge les périodes et on augmente les amortissements. On profite de l'amortissement disponible au niveau du sol. Maintenant, un exemple d'application, et j'ai presque fini. Donc, vous avez ici un bâtiment volontairement pris dans un premier temps comme avec un certain niveau de rigidité. Donc, c'est un bâtiment qu'on a traité récemment, 17 mètres de hauteur, 14 mètres de large, 50 mètres de longueur ici, et on s'intéresse à la sollicitation dans cette direction. La période propre, elle est ça témoigne d'une certaine rigidité, 0,17 secondes, la masse 10 500 tonnes, taux d'amortissement 5%, et plus important, le alpha, taux de rigidité relatif 7, c'est très rigide par rapport au sol. Et on regarde qu'est-ce qu'on obtient avec une analyse sans ISS. Une analyse sans ISS, ça me conduit ici, par rapport au spectre de réponse, un effort horizontal à reprendre au niveau de la fondation de l'ordre de 0,75 fois le poids de la structure. Et puis, si maintenant je tiens compte de l'ISS de niveau 2, en introduisant par exemple de la souplesse, en fait, vous allez voir ce qu'on constate dans le cas présent. Évidemment, j'ai une période propre qui est plus longue, donc je calcule, je vais aboutir à un dimensionnement qui me donne un effort qui est 20% plus faible que ce que j'avais eu sans ISS.
Et si maintenant, en plus, je mets à profit l'amortissement, par exemple, dans le cas présent, l'amortissement d'origine radiative, donc les effets de propagation d'ondes dans le sol, donc utilisation dans la pratique de ce qu'on appelle les fonctions d'impédance dynamique, bah là, comme vous pouvez le voir, on passe de quelque chose qui valait 0,75 à 0,36 divisé par 2, la force sismique qui transite dans le calcul. Ça, évidemment, donc c'est volontairement assez spectaculaire. On est sur un sol qui est moyennement dense, donc 250 mètres par seconde, c'est des sables denses, moyennement denses. Et puis, vous avez une structure qui est très rigide. Si maintenant, volontairement, je garde exactement la même dimension, mais je change les caractéristiques de manière à avoir un alpha qui soit faible, donc un rapport de rigidité de l'ordre de 0,16, donc j'allonge la période, 0,60 secondes, je diminue la masse, ce qui diminue donc la raideur. Et avec ça, vous avez, au départ, je démarre de 0,5 mg, je mets en œuvre de l'ISS statique, entre guillemets, pseudo-statique, entre guillemets, je gagne 10%, et je mets en œuvre des fonctions d'impédance, je gagne 16%, donc quelque chose qui reste assez marginal par rapport aux incertitudes qu'on a habituellement sur les paramètres d'entrée, par rapport au cas précédent. Donc là, c'est simplement pour illustrer ce qu'on gagne avec les 3 premiers niveaux que je vous ai montrés, au niveau de l'ISS ou séisme. Le 4e niveau, mais qui n'est pas forcément, voilà, ça a été évoqué tout à l'heure, donc ça reste aujourd'hui réservé à des ouvrages d'exception, mais c'est quelque chose, si on va dans cette direction, c'est quelque chose qui peut être effectivement source d'optimisation conséquente. Et donc, en l'occurrence, le niveau 4, c'est de mettre à profit les non-linéarités du sol. Dans la pratique aujourd'hui, les gens ils vont chercher par exemple à vérifier la stabilité au glissement, la stabilité à la capacité, vis-à-vis de la capacité portante. Quand ça passe pas, on va aller chercher à quantifier les déplacements irréversibles post-séisme. En fait, une autre façon de voir et là, ça passe par l'ISS non linéaire. Une autre façon de voir cette ISS non linéaire, c'est que ça permet de mettre en évidence la capacité du massif de sol à dissiper de l'énergie. Quand on a un mécanisme de glissement ou un défaut de portance, il faut imaginer que les déformations plastiques associées s'accompagnent d'une dissipation d'énergie, qui va faire que finalement la structure encaisse moins d'efforts que ce qu'on aurait obtenu s'il n'y avait pas ce mécanisme. Donc ça, c'est quelque chose que l'on pourrait donc mettre à profit avec des analyses plus ou moins élaborées. Ça peut être effectivement des modèles complets ou des modèles simplifiés. Ça veut dire je reste dans la continuité de ce qu'on fait habituellement dans les bureaux d'études avec des fonctions d'impédance. Et puis je rajoute ici un macro-élément, par exemple ici, c'est vis-à-vis du mécanisme de glissement, qui permet de filtrer l'accélération à chaque fois qu'on dépasse un certain niveau qui correspond au glissement. Et quand on regarde ce qu'on obtient, finalement, la mise en œuvre, là, on part d'une analyse sans ISS, je suis à un effort tranchant horizontal au niveau de la fondation de 88, et au fur et à mesure que j'affine, donc de l'ISS linéaire, je descends jusqu'à 46, et je peux descendre jusqu'à 35, avec une ISS non linéaire, et le prix à payer, c'est 1 mm de déplacement. Donc si l'ouvrage est capable de supporter ce millimètre de déplacement, c'est gagné. Mais pour aller plus loin, mais ça c'est plus une ouverture, c'est de voir d'aller chercher volontairement on va dire cette perte de glissement par exemple, ou cette perte ou ces déformations plastiques, de manière à dissiper de l'énergie. Donc il faut trouver un juste équilibre, une sorte de coefficient de sécurité optimal, inférieur à 1, qui permet d'une part d'avoir une dissipation d'énergie suffisante, d'isoler la structure portée, et d'autre part de limiter d'avoir les déplacements qui ne soient pas très élevés. Donc généralement 0,7, 0,8, c'est un bon ordre de grandeur. Et donc là, par exemple, typiquement ce cas-là, que je vous montre ici, donc ça c'est tiré de séisme de Kobe, c'est un pont qui s'est plutôt manifestement bien mal comporté sous séisme. L'empreinte de la fondation, c'est ça. Ce pont a été reconstruit, et la façon dont il a été reconstruit, c'est assez intéressant. Ils ont laissé les pieux sur place, ils ont recouvert d'un matelas, ils ont reconstruit le pont sur inclusion rigide, et on peut démontrer aujourd'hui qu'en réalité, si on avait fait pareil à la première fois, ça veut dire en mettant cette couche de granulaire qui permet de dissiper de l'énergie, on aurait pu éviter la rupture du pont. Donc l'idée principale, c'est de dire que sous-dimensionner, créer donc de la faiblesse, c'est quelque chose qui peut être synonyme d'optimisation ou de robustesse. Donc là, c'est inspiré de cet exemple de pont, mais sur un modèle physique. Donc c'est quelque chose qui avait été présenté par Gazetas en 2014. On étudiait 2 fondations. Il y en a une de 11 mètres de large, l'autre de 7 mètres de large, posées sur le même sol, et le bac de sol que vous voyez ici est sollicité avec le même séisme. La structure est la même, et intuitivement, on va dire, normalement, le 11 mètres devrait mieux se comporter. Pas forcément. Sous chargement statique, oui. Sous chargement sismique, un mouvement imposé du sol, pas forcément. Donc, quand on regarde ce qui se passe au fur et à mesure de la sollicitation, en fait, finalement, les déformations plastiques qui sont implicitement générées ici par cette faiblesse de largeur de la fondation permettent de dissiper l'énergie et isolent à la fin l'ouvrage porté. À l'opposé, vous avez ici le cas où la fondation était surdimensionnée. On ne peut pas profiter de la dissipation d'énergie dans le sol. La structure n'a pas tenu.
Voilà comme ouverture, et simplement pour souligner que c'est quelque chose qui avait déjà été mis en œuvre. Le cas de référence, c'est le pont Rion-Antirion. C'est un pont qui a été volontairement conçu dans cet esprit-là. Ça veut dire on met en place un fusible qui permet d'isoler la superstructure portée vis-à-vis des secousses sismiques. Voilà, et donc en guise de conclusion, quelques enseignements. Ce que j'avais commencé à évoquer au départ, c'est que c'est d'abord une estimation plus fine des déplacements, ce n'est pas forcément dans le sens de l'optimisation. Et il y a un point important à retenir, c'est que l'importance de cette ISS est directement liée à la rigidité relative. Si vous avez des structures très raides, en présence de sols déformables, il y a un intérêt à aller vers l'ISS. Si vous avez une construction métallique sur des marnes, ça ne sert à rien. Bon, on pourrait sécuriser les déplacements, mais vis-à-vis des efforts, on ne va pas forcément gagner grand-chose. L'ISS nécessite par construction la mise en œuvre d'un modèle en déplacement, donc il faudra qu'on puisse comparer ou confronter les déplacements calculés à quelque chose, à des critères. Sous charge statique, généralement, on arrive à une certaine homogénéisation des centres de charge. Cela permet dans certains cas d'optimiser le dimensionnement global de fondation et de s'affranchir, ce que je n'ai pas évoqué aussi, de certains problèmes parasites, des problèmes de décollement qui n'ont pas lieu d'être. C'est quelque chose dont on pourrait s'affranchir quand on met un peu de souplesse dans le modèle. Et puis sous action sismique, et de manière générale pour les cas où la source de sollicitation est un déplacement, l'ISS permet généralement d'optimiser l'amplitude des sollicitations. Voilà. Merci pour votre attention.